Présidence de la République, bonjour. Je vous en prie. Bonne journée. Présidence de la République, bonjour. Les standards, bonjour. Présidence de la République, bonjour. Présidence de la République, bonjour. Présidence de la République, bonjour. Bonne journée. L'Élysée est une PME où travaillent près d'1 millier de personnes. Du standard téléphonique aux jardiniers, des secrétaires aux cuisiniers, des gardes républicains aux fleuristes, ils font tourner cette usine du pouvoir qui a pris ses quartiers dans un somptueux palais. Le personnel de l'Élysée se partage en 2 groupes numériquement très inégaux. Il y a ceux qui remplissent des emplois techniques, ouvriers, serveurs, gardes, chauffeurs, attachés au fonctionnement de la maison et qui souvent restent des années au service de plusieurs présidents. Ils sont un peu la mémoire du palais. Certains huissiers sont là depuis plus de 30 ans. Ils en ont vu défiler du beau monde dans le grand hall du premier étage où se situe le bureau présidentiel. L'autre groupe, beaucoup plus restreint, est formé par les conseillers du président. Ce sont les éminences grises qui fournissent au locataire des lieux les informations, les analyses, les notes dont il a besoin pour décider. Ils sont une quarantaine, répartis en secteurs, le pôle diplomatique, très abondant, le pôle économique, le pôle social, etc. Ce jour de mai 2012, c'est la première fois que tous les conseillers de l'ombre, fraîchement nommés, se retrouvent ensemble. Monsieur le Président de la République. Bien. Ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter. Enfin, pas très longuement, parce que comme nous sommes assez nombreux, et puis que je vous connais pour beaucoup. Paul Bernard, je travaille auprès d'Aquilino Morel comme conseiller chargé des interventions et des études. Michel Yael, je suis inspecteur général des affaires sociales. Ayette Zegar, je suis inspectrice générale des affaires sociales également, en charge ici auprès de Nicolas Revel des politiques de solidarité et du logement. Sophie Martin-Lang, je travaille sur les affaires communautaires avec Philippe Léglise-Costa. Hélène Legal, je suis donc conseillère Afrique au sein du pôle diplomatique. Bonjour à tous, je ne suis pas encore diplomate, mais je suis donc conseiller sport, jeunesse et vie associative. David Kessler, j'étais ces derniers temps directeur de journal, puisque je m'occupais des Inrecuptibles. Anne Courrèges, je suis en charge des questions d'éducation dans le pôle politique publique de Nicolas Revel. Moi, je m'appelle Romain Nadal, je serai votre porte-parole diplomatique. Sur la composition de cette équipe, c'est vrai qu'il y a une part très importante, ça a été révélé par les déclarations des uns et des autres, une part très importante réservée à la cellule diplomatique.
Ça aussi, c'est un paradoxe pour les Français. Ils élisent un président de la République pour des raisons de politique intérieure. Par rapport à des urgences sociales, à des espérances qui sont celles de leur vie quotidienne. Et le président élu est immédiatement absorbé par des obligations qui l'éloignent du peuple qu'il a choisi. Une façon de résoudre la contradiction, c'est de considérer que les sujets de politique internationale sont des sujets de politique intérieure, ce qui est d'ailleurs le cas. Pour cette première réunion, François Hollande tient devant son équipe au grand complet un discours de la méthode. Les engagements que j'ai pu prendre dans la campagne présidentielle. Il leur explique ce qu'il attend d'eux. Celui qui doit arbitrer, c'est le Premier ministre pour les domaines qui sont ceux de l'activité gouvernementale et après, proposition des ministres. Il se trouve qu'il y a des sujets d'une importance telle ou qui ont un impact politique que je considère comme éminent, qui appellent l'arbitrage du chef de l'État. Et c'est votre rôle de dire ce qui doit être appelé au niveau de l'arbitrage du président de la République. Troisième rôle du chef de l'État, c'est d'être en alerte par rapport à ce qui, à un moment, peut mobiliser notre peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a une question, une interrogation, un doute qui justifie l'intervention du président de la République. Une émotion même, qui exige qu'il y ait une parole qui soit prononcée, une visite qui soit faite, une décision qui soit prise. Ce qui exige de bien comprendre, à travers la lecture de la presse, mais aussi à travers vos propres réseaux, vos propres canaux d'information, ce qui à un moment doit être absolument soumis au président de la République. Ce qui fait que vous devez voir du monde. Quand je dis du monde, c'est pas celui que l'on rencontre d'ordinaire, c'est pas simplement les fonctionnaires, c'est aussi des acteurs économiques, sociaux, culturels, des lettres qui vous sont envoyées, ou qui vous sont adressées, et qui, à un moment, soulignent un problème. Vous devez, comme conseiller, suggérer des déplacements, des rencontres, des déjeuners avec des personnes que vous avez rencontrées qui méritent d'être entendues. Et là encore, moi je suis preneur de tout ce que vous pourrez nous suggérer. Quand je parle des alertes, c'est aussi des nominations. Il est vrai que bien nommé est déjà bien dirigé. Je parle des directeurs d'administration centrale, des préfets, des diplomates, mais aussi des responsables politiques. Nommer les bonnes personnes aux bons endroits. Il peut y avoir une bonne personne, mais qui ne va pas donner le meilleur d'elle-même parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc c'est vraiment très important la connaissance des hommes et des femmes. À la tête de cette équipe de grosses têtes, un homme, Pierre-René Lemas, secrétaire général de l'Élysée. Comme on l'a fait pour chez le chevènement. L'important, c'est que tu reçois les grands partis. On s'est rencontrés à Sciences Po il y a très longtemps maintenant. Et puis on s'est retrouvés à l'ENA, oui, c'est vrai. Et on a gardé des liens tout au long de cette période. Je vais souvent voir le président de la République dans son bureau, il lui arrive de passer dans le mien, donc ça permet d'échanger comme ça. Des échos de la réunion Non, j'ai vu le démarrage, ça avait l'air de plutôt bien se passer. C'est-à-dire, il y a eu des déclarations Non. Ouais, non. Je viens peut-être dans mon but. Peut-être bien entendu. Quand on est dans des relations en tête-à-tête, comme ça, le tutoiement vient quand même spontanément, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais c'était bien. C'est très bien qu'il y ait eu. Je vais l'avoir plutôt. Oui. En le même jour, il y a la réunion des préfets de région. Oui. Mais là, c'est pas public. Non. Non, il y aura les préfets de région, les secrétaires généraux des ministères et le secrétaire général du gouvernement. Ça se passe ici? Ça se passe ici, en bas. D'accord. Voilà. C'est une première, hein, ça s'est jamais fait. C'est un peu cette idée de réunir l'état-major des grands services de l'État, c'est-à-dire les secrétaires généraux du ministère et les préfets de région, ça s'est jamais fait à l'Élysée.
Le rôle du secrétaire général, c'est d'abord d'animer l'équipe des collaborateurs du président. On a une petite équipe. Par rapport à ce qui s'est passé autrefois, là, on est une quarantaine. Ça veut dire qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de charges de travail, et qu'il faut en même temps animer tout ça. Faire en sorte qu'on puisse préparer des dossiers, préparer des voyages, préparer des déplacements, préparer les décisions. Tout ça, ça fait beaucoup de choses à organiser dans une petite équipe. Le deuxième pilier de l'Élysée, c'est une femme, Sylvie Hubac, directrice de cabinet. Elle aussi a connu François Hollande il y a plus de 30 ans, à l'ENA, où elle appartenait à la fameuse promotion Voltaire. J'ai le sentiment de pouvoir lui parler en toute amitié, si je puis dire, si je peux me permettre ce terme, et en toute confiance, de lui parler à cœur ouvert, même s'il le faut. Je pense que c'est dû effectivement à l'ancienneté d'une relation qui, quand elle se noue dans la jeunesse, offre ensuite une fluidité dans la relation qui est réelle. Bien évidemment, dans la relation protocolaire et même dans les notes, je le vous vois, mais dans la relation directe, je le tutoie. Une des missions de Sylvie Hubac est de faire fonctionner cette entreprise qu'est l'Élysée. Elle est un peu la directrice du personnel. La présidence de la République, c'est pratiquement 820-830 personnes, différents métiers, différents services, le protocole, la gestion des résidences présidentielles, l'intendance, la sécurité, hein, bien sûr, puisque vous savez que c'est un commandement militaire, l'Élysée. Et donc, je m'occupe de la supervision, de l'organisation de la présidence, de son budget, la présentation du budget au Parlement et son exposé des motifs, les relations avec la Cour des comptes qui contrôle, comme vous le savez, le budget de l'Élysée maintenant tous les ans. Effectivement, c'est moi qui l'assume. Qui est en accompagnement de projet de loi de finances, qui est assez intéressant aussi parce qu'il est une mine de renseignements sur les chiffres. Bref. En outre, la directrice de cabinet supervise pour le président les sujets institutionnels et de société. Salut. Oui, moi j'avais pas. Elle est de toutes les réunions importantes. Et moi je l'ai suivi depuis le oui, date, et on le phase avec le. Et on le phase avec voilà. Je m'en occupe. Il suffit que Nicolas demande et on rétablit. Salut, tu me dis même plus bonjour. Tu sais le ballon, tu sais la vraie raison. Tous les matins à 9h, Pierre-René Lemas, secrétaire général de l'Élysée, préside dans son bureau une réunion dite de l'agenda. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, si je balaye dans les choses importantes à faire, il y a la fin de la conférence sociale, donc vous y êtes tout à l'heure. Moi j'y retourne juste après. On en parle tout de suite? Ou tu balayes? Je balaye. Ensuite, il y a la préparation du Conseil des ministres de demain, mais ça c'est prêt, je crois. Il n'y a plus qu'un seul sujet qui est désormais tranché. Désormais rétabli. Qui est désormais rétabli à la demande de... À cette réunion quotidienne, dirigée le lundi par le président, assistent les deux secrétaires généraux adjoints, Emmanuel Macron, en charge du pôle économique et financier, et Nicolas Revel, qui supervise les dossiers sociaux. Ensuite, France Télévisions, donc là-dessus, Nicolas. Là-dessus, donc ils ont une perte de recettes, entre guillemets, venant de l'État au sens large de 58 millions d'euros. Ce qui ne nous évitera pas des départs plus nombreux que les 500 prévus dans leur contrat. Faire un petit budget de 10 millions ne change pas grand-chose à l'affaire. Donc, à mon avis, je pense qu'on aura quand même un contexte social qui va très vite s'inflammer, qui commence déjà d'ailleurs un peu à s'inflammer. Et moi, je ne suis pas sûr qu'on tiendra complètement là-dessus tout au long de la discussion parlementaire. Voilà. Donc, on va, en même temps, la discussion parlementaire peut permettre... Précisément. Précisément. Je pense qu'il faut... le bon sens, à mon avis, commanderait de mieux lisser les choses et de leur donner davantage de temps pour engager une réduction des moyens, mais qu'ils doivent pouvoir faire en bon ordre. Bon. Fimelin lui-même est conscient? Oui, il était surpris. Il pensait pas il pensait que ce serait moins que la réduction serait moins forte que celle qui a résulté du processus. Autour de la table de cette réunion matinale prennent place encore Paul-Jean Ortiz, le chef de la diplomatie, et les responsables de la communication, Christian Gravel et Claudine Ripper-Landler.
Bon, voilà, dernière chose pour la semaine, parce qu'après, il y a plein de choses au début de la semaine prochaine. Il y a encore le chef de cabinet, Pierre Bénard, et Aquilino Morel, conseiller politique. Le cas échéant d'annoncer des choses sur ce sujet. Donc il faut savoir si ça va être possible ou pas. Si c'est pas le cas, on trouvera. Mais l'idée, c'est d'avoir un lieu ouvert, quoi. Tous les matins, ces femmes et ces hommes ajustent dans le détail l'emploi du temps surchargé de François Hollande. C'est une réunion de coordination, c'est-à-dire tous les matins, on se voit avec la petite équipe. Ça permet, 1, de faire le point sur l'agenda du président, 2, sur l'agenda du gouvernement, 3, de passer un certain nombre de commandes sur les sujets de fond. Soit commande de notes, soit commande de réunion. En gros, on organise le travail de la semaine, ou des 15 jours qui viennent, comme ça, mais on fait un point quotidien sur les sujets. Ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 3/4 d'heure, mais ça permet d'avoir le même degré d'information, ça permet d'avoir un mode de fonctionnement collégial. C'est Lambert, Villard, Dîner, un pot dans les jardins de la maison Jean Villard avec beaucoup de monde. Il y a la Puis un dîner. Il y a la Oui, on en a parlé, oui. Voilà. un dîner, c'est ça? Déambulation sur la rade. Voilà. Et il revient. Et après, Spectacle. Non, spectacle, et il revient le soir. Il revient à minuit, quelque chose, voilà. Je ne suis pas la seule à m'occuper de l'agenda du président, qui est la matrice essentielle de son activité, puisque c'est le séquencement, le rythme, l'organisation du rythme de son action publique. Mais bon, je supervise donc l'organisation de son calendrier. Et Colombe? Il visite pendant une demi-heure ce centre d'accueil de jour et ensuite il s'entretient pendant une demi-heure avec les présidents ou directeurs des associations. Et après, il fait un petit propos, j'imagine, devant la... Voilà, sachant que sur la première partie, il n'y a pas de presse, la visite. Comme d'habitude, oui. Et après, ça serait effectivement bien d'avoir un propos, voire une rencontre avec les 5 associations. Il n'y a pas de film, le moment d'échange avec les présidents d'assos? On peut avoir en tout cas un tour de table. Il faut envisager un tour d'image. On va tester du fait qu'il y a eu un échange. Mais on le coupe en deux quand même. Hein. Il y a une partie sans la presse où il parle avec eux, puis une partie... Oui, on peut faire un tour de table. Un tour d'image, oui. Et puis après, petite expression. Après, expression dans la presse. D'accord, ça marche. Bon, puis dernier sujet, c'est qu'il faut qu'on finalise aussi, entre maintenant et le 12-13, la situation de l'industrie auto. Oui, alors ça, moi j'ai refait un point hier soir. Les cabinets Sapin et Redressement Productif revoient PSA ce soir et auront les éléments de com. Ouais. Ce qu'on sait des rapports qui ont déjà été faits par CKFI, Alpha, BPI, etc., c'est que c'est un choix industriel il y a 6-7 ans qui a conduit à cette situation. Ça fait 2 ans que le site d'Aulnay est quasiment cliniquement mort et qu'ils n'ont pas fait les choix. La vraie responsabilité, elle est là, de ne pas avoir revitalisé la zone en amont, de ne pas avoir fait des replacements plus progressifs. Bon, donc il faut qu'on se voit quand même pour pouvoir, non seulement sur la com, mais savoir exactement comment on réagit. Quoi. Donc ça, c'est demain midi qu'on aura un... Ensuite, il y a la grande journée du 14 juillet. Alors Brest, comment ça se présente? Le but, c'est de lui faire faire plutôt un tour avec les différents navires, puisque c'est quand même une fête maritime. En bateau, alors et après, une déambulation dans la rade et dans la ville. Voilà. On sait qu'on a un agenda international contraint. Il y a des conseils européens à peu près tous les 2 mois. On sait qu'il faut qu'ils fassent un certain nombre de déplacements, de visites d'État ou de visites dans des pays. Ça, il faut qu'on l'organise sur au moins 3, 4, 5, des fois 6 mois à l'avance. Et dedans, il faut qu'on y intègre aussi, pour pas qu'ils perdent le contact avec la population, un certain nombre de déplacements en province et en région parisienne. Et donc là, on prend également l'agenda parlementaire, puisque c'est lui qui structure la vie politique de la France, les différents projets de loi. On prend tout ça et à partir de tout ça, on essaye d'organiser, quand on peut, un calendrier sur 3, 4, 5 et je vous dis, si possible, jusqu'à un semestre. La commande qu'on peut... Les conseillers disent, voilà, il y a tel syndicat, il y a telle entreprise, il y a telle personnalité qui souhaite venir. Il fait une note au président, le président dit oui ou non, et en fonction de sa décision, on inscrit à l'agenda. Ça marche. Alors, dernier truc dans la semaine qui me paraissait important, qui n'a rien à voir, c'est la réunion sur la stratégie des finances publiques le 11. Oui. Donc on se voit demain. Ouais. Ah bah exactement. C'est demain. Ouais. Et quand est-ce qu'on va se voir pour préparer ça? Parce qu'il faut tirer les leçons de la conférence sociale, donc ce soir. Ce soir. Je pense que c'est ce soir. Ah, ce soir, ça marche. De revoir la liste, oui. Ce matin-là, en l'absence du secrétaire général de l'Élysée, retenu ailleurs, c'est Sylvie Hubac qui préside la réunion de l'agenda. Mais voilà, enfin, le compte... Ah ben voilà, Emmanuel. Avec Angela. Avec Angela.
Emmanuel Macron, chargé des dossiers économiques, arrive en retard. Il fait le point sur la préparation du budget. Donc l'idée, c'est là qu'on est très en amont, qu'on arrête une stratégie qui soit une stratégie aussi économique et budgétaire. Oui. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu les impacts de tout ça, on regarde quelle catégorie ça touche, comment, etc. Avec des options. Avec différentes options ouvertes et pas un truc tout boutiqué, qu'on définisse une stratégie et qu'ensuite, qu'à l'issue de ça, on puisse donner des orientations. Pour moi, c'est les orientations qui doivent guider ensuite le travail ministériel, puis les arbitrages de Matignon. C'est comme ça la bonne méthode. Sinon, on se retrouve dans un truc qui est le tambouillage. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ça. En tenant en compte un point sur lequel le président voulait revenir, qui est l'objectif de compétitivité, parce que c'est sûr que compte tenu du programme fiscal qu'on a à la fois dans le PLFR et puis pour la LFI, dire que les coups de grisou vont être assez forts. Donc il y a beaucoup de remontées de grandes boîtes. Des entreprises, hein. Ah oui, oui, oui. Sentiments qui sont très mal aimés. Oui. La pédagogie. Oui, pédagogie. Emmanuel Macron, inspecteur des finances, passé par la banque Rothschild, est en cette période de crise économique l'un des principaux conseillers du président. Eh bien, j'arrive. Moi, je m'occupe de tout ce qui est économique et financier sur le plan domestique, européen et international. Grosso modo, tout ce qui pose des ennuis en ce moment. J'ai pas eu de chance au tirage. Vous parlez des amendements à la loi de finances, parce qu'il y en a quelques-uns. Loi de finances, BPI, CIF. PSA Finance. C'est quelqu'un qui est pragmatique, donc il y a des contacts directs quand il a besoin ou quand j'ai besoin de faire un point avec lui, qui sont en fait assez réguliers parce qu'il est quand même beaucoup là. Toutes les banques centrales asiatiques et la Banque de Suisse achètent à mort de la France parce qu'elles veulent se maintenir en euros. Depuis l'annonce du budget, depuis l'annonce du budget, c'est très bon. On a bien reçu vendredi, bien reçu aujourd'hui. La pression va se mettre sur la compète. Ça a légèrement baissé. Les principaux conseillers ont le contact direct avec le président et parlent avec lui, soit en tête-à-tête, ce qui est rare, soit en réunion. Bien. L'objet de cette réunion, c'est de faire le point avant la rencontre avec Mme Merkel, demain. Ce mardi de juin 2012, l'ordre du jour porte sur la préparation du sommet européen de Bruxelles, dont l'Élysée attend beaucoup. Oui, c'est bien, elle reprend. Ce qui veut dire que, de fait, c'est le point de l'accord politique. On est d'accord pour une évolution parallèle, proportionnée. Du fait de l'agenda, je suis amené à voir le président quand même très régulièrement, je dirais quasi quotidiennement ou quelquefois plusieurs fois par jour. Et donc ça permet d'ajuster sur quelques questions, d'aller plus vite, je dirais, que le papier, et puis de recueillir son sentiment, ses orientations, et donc d'adapter ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, il y a 3 objets sur la table, enfin 2 objets et demi, si je puis dire. Il y a les conclusions du Conseil, il serait peut-être que Philippe te dise un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a le rapport revu par Van Rompuy, enfin les 4 présidents, qui a été revu et qui est beaucoup plus court. Oui, c'était ça, il y avait ça donc. Et puis, il y a la discussion avec Merkel, si on regarde les choses. Donc, dans les conclusions telles qu'elles sont rédigées, il y a ce qui a été acté, entre autres, la semaine dernière sur la croissance. Dans le rapport, il y a la vision moyen terme qui est plus équilibrée, on y reviendra, même si elle n'est pas suffisamment précise. Et maintenant, il y a un objet, en effet, inventé avec Merkel, qui est un accord politique fort et peut-être soit des concessions à très court terme pour elle, c'est-à-dire dans le Conseil, mais le seul qu'elle peut faire, c'est la seniorité, sur le mécanisme européen. Elle ne fera rien dès le mercredi. Donc le mercredi, on ne va parler que politique, pas technique. Non, mais ce point-là, c'est qu'il y a un point technique domestique qu'elle voulait purger. C'était juste pour ça que je le mettais. Elle devait revenir vers nous là-dessus. Et puis, en effet, la roadmap à court moyen terme que vous voulez faire ensemble. Il y a pas mal de réunions, de rencontres qui sont faites ici, auxquelles on assiste. On est présent, que ce soit des déjeuners de travail, que ce soit des réunions de ministres ou des rencontres ad hoc avec tel ou tel décideur, ce qui permet là aussi à la fois d'aider à forger la décision et de comprendre exactement comment il pense. C'est quelqu'un qui est très pragmatique et qui est très à l'écoute.
Conseiller pour les affaires européennes, Philippe Léglise-Costa connaît la mécanique bruxelloise sur le bout des doigts. Pour l'instant, Van Rompuy l'a pas repris, donc c'est quelque chose que nous continuons à demander. C'est important pour la ratification. Bien sûr. Ensuite, il y a quelques remarques sur les formulations, mais on est maintenant quasiment à l'équilibre si d'autres, les Anglais, les Suédois, ne cherchent pas. Une des questions centrales, c'est de savoir si c'est une décision ou non. Ouais, ça c'est très important. Donc on a demandé à Bernard Cazeneuve de se battre aujourd'hui parce qu'il y a un conseil des ministres des Affaires européennes. Et il m'a appelé là juste à l'instant pour dire qu'il avait fait le tour, qu'il avait dit que c'était très très important pour nous et que ça n'engageait pas juridiquement les autres. Donc il ne comprendrait pas qu'il ne nous aide pas sur ce sujet. Le président de la République est amené à s'occuper de manière permanente des affaires européennes. Que ce soit ce qui se passe à Bruxelles, dans les institutions européennes, dans ses contacts avec les chefs d'État et de gouvernement européens. Et donc, très régulièrement, il les rencontre, il leur parle par téléphone, nous préparons des initiatives. Et donc mon rôle, c'est de le conseiller, de lui faire des propositions, de lui présenter la manière dont la situation évolue. Ce rapport est constitué d'une première partie qui dit que l'objectif, c'est de reconstituer la prospérité, c'est-à-dire de remplir la promesse de l'euro. Des défis qui sont comment reconstituer la compétitivité, mais aussi la coordination et la convergence, du policy mix. Et là, c'est là les 4 blocs importants. Pages 2 et 3, vous avez un cadre financier intégré, ce qu'on appelait avant l'union bancaire. Vous avez un cadre budgétaire qui est clairement maintenant équilibré avec la question de la solidarité et de la mutualisation des dettes. Donc il y a maintenant ce que vous proposez, c'est-à-dire des étapes proportionnées, des instruments budgétaires qui correspondent à des instruments de solidarité. Un cadre économique qui était essentiellement les réformes et qui est maintenant plus équilibré. Et puis un cadre politique qui s'appelait avant Union politique, qui ne s'appelle plus Union politique, et qui est comment on partage la souveraineté sur des éléments de politique commune. Nous présentons au président la situation, les textes, les positions des partenaires, les options qui se présentent à lui. Il pose des questions, il y a une discussion et il tranche. Et il nous demande d'obtenir tel ou tel objectif, de prendre tel ou tel contact, de préparer un texte, de prévoir une communication particulière. C'est à la fois des questions de fond et des questions de présentation qui sont très importantes parce que c'est un sujet technique, c'est un sujet très politique aussi. Un rapport final en décembre. Il écoute beaucoup, il pose des questions, il approfondit le sujet. Et oui, je crois effectivement qu'il y a une discussion qui est ouverte. Mais le choix est clair à la fin. Ce rapport, il est moins déséquilibré vers l'intégration du système financier. On n'est pas à l'aise avec tout dedans, donc on va faire d'ailleurs un tableau de ce qu'on retient, ce avec quoi on est moins à l'aise. J'y vois quand même un intérêt tactique, c'est qu'aujourd'hui, elle, sa stratégie, ça a été de dire « moi je propose une union politique, les Français ont peur ». En même temps, elle n'est pas satisfaite. Tout ce qui était union, à notre demande, ils l'ont changé en cadre financier intégré, cadre lutte intégré, cadre... En même temps, c'est décomposé. Et donc, c'est pas tout à fait l'équilibre sur lequel eux sont aujourd'hui. Ils sont plus brutaux aujourd'hui. Ils veulent grosso modo moins de solidarité et plus de contraintes. Là, c'est en effet mieux articulé. Et ce qui ressort, et je dirais, entre notre position et la position allemande. Donc je trouve qu'il y a quand même un intérêt, en effet, à ce qu'on cristallise ce document quelque part. En disant qu'on a des dissensus, mais tu vois, qu'on lui donne un statut. Et qu'après, on travaille dans le détail sur ce sur quoi on est d'accord et pas d'accord. Mais pour éviter qu'on se retrouve dans un truc qui consiste à dire non, on ne veut pas de l'intégration politique, sous-entendu, les Français sont ambigus, ont peur de ça, et les Allemands en disant, bah, nous, c'est comme ça, on n'avance pas à court terme. J'aime bien la polyphonie. Donc, c'est de lui faire remonter les différentes perceptions. Je veux dire, on travaille tous ensemble, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités sur les sujets, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires. Moi, je m'occupe de sujets européens sur les aspects économiques et financiers qui, en ce moment, sont prégnants. Il y a un conseiller diplomatique qui, auprès de lui, a un conseiller en charge des affaires européennes, qui a passé toute sa carrière sur les sujets européens, qui connaît extrêmement bien la mécanique, le jeu des acteurs, beaucoup mieux que je ne peux la connaître. Moi, je connais la rationnée matérielle, si je puis dire, dans l'espèce. Donc, on a des sensibilités différentes. Et c'est au frottement de ces sensibilités qu'on arrive parfois à trouver un chemin. Je pense que ce qui est important, je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'il résonne, personne n'a la vérité révélée dans ces situations, surtout dans ces situations complexes. Donc il faut essayer de s'écouter les uns les autres, de s'enrichir, de comprendre, et de pas être rigide dans ses approches. Parce qu'en fait, il faut avoir une idée assez claire du cap,
et savoir naviguer à vue. Dans ce que je dirai mercredi soir et dans ce que nous dirons l'une, elle, donc Madame Merkel et moi, jeudi et vendredi, il faut que ce soit les mêmes points qui soient évoqués, sinon le message se brouille. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qu'elle retient du rapport. Ce genre de réunion fastidieuse, pointilliste, dont le langage paraît codé aux non-initiés, constitue le menu ordinaire des conseillers du président. Une demi-douzaine de collaborateurs voient le président régulièrement. Tous les autres, pour l'essentiel, travaillent par note, qui passe par le secrétaire général. Le mode de fonctionnement normal, c'est un mode de fonctionnement par note. C'est-à-dire que je passe commande à l'ensemble des conseillers d'un certain nombre de notes sur les sujets d'actualité. Moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir des notes qui fassent 1 page. 2 pages au maximum. Il faut que tout soit résumé, tout soit concentré en 1 page ou 2. Et qui ne doivent pas être des pages où on explique, c'est des pages qui préparent à la décision. Donc tous les soirs, il y a un gros dossier avec les différentes notes qui sont soumises au président de la République, qui sont des notes d'analyse, de proposition. On les renvoie le lendemain, en général, ça va très vite. Il annote les différents papiers et ça permet ensuite de mettre la machine en musique dans le sens de ses orientations. L'expérience que j'avais, quand j'étais conseiller non officiel, j'envoyais des notes et Mitterrand répondait « vu ». Alors, donc ça supposait une exégèse du vu. Si le vu était « ça m'intéresse pas », c'était une première hypothèse. Si le vu était il faut peut-être travailler davantage pour qu'il y ait une décision qui soit prise, ou si le vu était j'ai bien compris ce que le conseiller m'a dit. Donc moi j'essaierai d'être un peu plus explicite dans mes demandes ou dans mes visas, et quand c'est vu, c'est qu'il n'y a vraiment rien à voir. De plus. Bon. Mais j'essaierai d'avoir une suite. Donc si vous m'envoyez une note, normalement il y aura une suite. La base du travail est quand même l'écrit, parce que c'est là où les choses sont exposées normalement le plus clairement, permettent de réfléchir et d'avoir une réaction. Et donc je dirais que c'est la base quotidienne du travail. Nous faisons beaucoup de notes. Il lit beaucoup, il nous les renvoie, il les annote, il les commente, ce qui nous permet de progresser, de suivre ses instructions. Les conseillers font remonter beaucoup de notes, qui sont le fruit de leurs réflexions, de leurs propres échanges avec le reste du monde, si je puis dire, ou de nos cogitations internes, qui remontent au président et qui les annotent, donc c'est une façon aussi de comprendre comment il réagit. Aquilino Morel a le titre de conseiller politique du président de la République. Il a hérité du bureau d'angle sur le parc, fort convoité, qui fut celui du président Giscard d'Estaing. Je suis une sorte de porte-parole officieux de la présidence de la République, donc d'avoir un contact quotidien avec nombre de journalistes qui m'appellent directement en général pour m'interroger sur tel ou tel point, pour avoir des explications sur tel ou tel aspect de la politique du gouvernement ou du président, ou pour avoir parfois telle ou telle information privilégiée. Je suis également pour lui les nombreux sondages qui sont réalisés à l'extérieur, ou alors par le service d'information du gouvernement, le SIG, qui dépend du Premier ministre. Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous demander un peu d'eau, un peu de Perrier, un peu d'eau plate, parce que vous allez se rafraîchir? Merci beaucoup. Ça consiste également à garder un contact avec ce qui se dit, ce qui s'écrit dans la vie intellectuelle et politique. Ça consiste encore à lui donner mon conseil politique, le titre qui est le mien dit bien ce qu'il veut dire. Et puis il y a une dernière dimension qui est celle d'être une sorte aussi de compagnon, hein, de contact de quelqu'un avec lequel on peut parler, échanger, avoir une discussion politique et ou personnelle selon les moments. À la tête de l'État, je le vois presque tous les jours, soit à des moments qui sont prévus, soit, comme son bureau est juste à côté de celui-ci, c'est très facile de toquer ou de demander à ses assistantes s'il est disponible et de passer sa tête. Il le fait d'ailleurs lui-même
très régulièrement. Mon devoir, c'est de lui dire ce que je pense. Ensuite, il est évidemment complètement libre d'en faire ce qu'il veut, à commencer par n'en tenir aucun compte. Mais si, dans ma position, qui est celle d'un collaborateur très proche, d'une certaine manière intime personnellement et politiquement, je ne remplis pas mon devoir qui est d'user de cette liberté, et donc de lui dire qu'est-ce que moi je pense au vu de tel ou tel élément, alors si je ne le faisais pas, je ne servirais à rien. Il faudrait réfléchir, je crois, à une toute petite conclusion à la fin des questions pour pouvoir ramasser tout ce qui aura été un petit peu diffus au moment de... Oui, parce qu'il risque d'y avoir énormément de questions. Non, mais on va le débat peut s'y perdre, donc il faut à la fin ramasser les choses. Si au terme de votre démonstration, vous parvenez à le convaincre que votre point de vue est le bon et que ce n'était pas le sien au départ, il va l'adopter. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. C'est pas quelqu'un de rigide ou qui cherche à manifester sa supériorité par une sorte de couperet systématique. Non, on peut très facilement lui parler et le convaincre, mais encore faut-il avoir les bons arguments, encore faut-il être en mesure de le faire, mais ça, bien sûr. Le texte du discours pour la grande conférence sociale de mardi... Une des tâches du conseiller politique est de superviser l'écriture des discours présidentiels, jusqu'à 3 ou 4 par semaine. Qui arriveront tout à l'heure, j'espère. En réalité, Paul Bernard, normalien, rédige une grande partie des textes du président. Le discours, je l'ai transmis au président déjà hier, il y a travaillé, il va continuer à y travailler. On va rester quand même disponible si, comme c'est vraisemblable, il y a des choses à reprendre, que ce soit sur le plan de l'écriture ou bien sur le fond. Mais je crois que là, on a quelque chose qui me paraît convenir à l'objectif. Dans le calendrier, on aura de toute façon un ultime point de réglage. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être en mesure, là-bas, sur place, de changer le texte? Voilà, et donc on est même, j'ai veillé à ce qu'il y ait un bureau disponible, des moyens nécessaires, ordinateur et imprimante, parce qu'à tous les coups, il y aura des modifications encore. À tous les coups, il va vouloir s'inscrire. Avant les modifications ultimes sur le pupitre, comme d'habitude. Tirer profit des échanges de tôt le matin. Voilà. Je réunis mes collaborateurs, enfin ceux qui sont en charge de préparer une intervention. Je leur dis ce que je veux y mettre. Ils me communiquent une ébauche et je la réécris. Non pas parce que je ne serais pas content du travail qui m'est proposé, mais parce que je considère que ce n'est pas avec les mots des autres qu'on peut convaincre ceux à qui on s'adresse. Le secrétaire général et ses adjoints, la directrice de cabinet et la plume du président, ces 5-là forment le premier cercle. Bon, moi je reste sur Ils se voient plusieurs fois par jour au rythme des réunions, des déjeuners. Leur rôle est avant tout politique. Susciter la confiance. Le rôle d'une équipe qui entoure le chef de l'État, c'est aussi d'avoir une vision politique au sens strict du terme, au sens propre du terme. C'est-à-dire d'inscrire à la fois la réflexion, les propositions qu'on formule pour le président dans un cadre qui est celui des orientations politiques qui sont les siennes. De celles qui résultent de sa campagne, de celles qui résultent des décisions qu'il prend au fur et à mesure. Voilà. Notre rôle n'est pas un rôle purement technique. Puis il faut qu'on ait des grandes orientations. Les grandes orientations, c'est le rôle du président de la République. Et donc la vision qui est la nôtre ne peut pas être simplement une vision technique. Quand vous êtes dans un cabinet, et a fortiori à la présidence de la République, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas de remouliner ce que l'administration a déjà mouliné, et qu'elle mouline en général d'ailleurs très bien. C'est d'y apporter quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, c'est une appréciation d'ordre politique. C'est-à-dire politique au sens simple et noble du terme, c'est-à-dire sur le fond, qu'est-ce qu'on peut penser des options, quels sont les choix qui s'offrent à vous, et comment décider en fonction des éléments techniques, certes, mais aussi du contexte politique, économique, social, comment on prend la décision. C'est ça qu'on attend d'un collaborateur à un niveau politique. Votre responsabilité, c'est de savoir vous faire entendre. Vous pouvez vous en vouloir quand vous n'avez pas réussi, vous avez vu le problème trop tard, etc. C'est un peu l'ingratitude de ce métier. C'est un peu, ça ressemble beaucoup à gardien de but de football, conseiller à l'Élysée, vous voyez. C'est-à-dire que normalement, si tout se passe bien, on ne doit pas remarquer que vous êtes dans le jeu. On parle de vous quand vous avez fait une énorme faute et que vous avez pris un but. Sinon, on a l'impression que tout pourrait se dérouler parfaitement. C'est normal. Moi, la seule responsabilité que j'ai, c'est de lui dire ce que je pense. Alors, si c'est ce qu'il pense lui, très bien. Si je suis très minoritaire, pas grave. Je lui aurais dit à un moment donné ce que je pense. Toute la journée, le président, de réunion en réunion, d'un interlocuteur à un autre,
consulte, écoute, reçoit avis et analyse. Mais en fin de compte, c'est lui qui, dans son bureau, décide seul. Le soir tard, je réfléchis à certaines mesures. Je lis aussi un certain nombre de notes qui ont pu m'être communiquées. Pas forcément par mes collaborateurs d'ailleurs. Parfois par des personnes que je connais, des chefs d'entreprise que je respecte et qui me paraissent avoir le sens de l'intérêt général, pas simplement de leur entreprise. Parfois, j'ai mes propres convictions qui m'éclairent sur un certain nombre de sujets. Parfois des ministres, c'est vrai, ayant soumis un certain nombre de suggestions au Premier ministre et à moi-même, peuvent me conduire à prendre une décision. Mais c'est toujours une décision que je mets en œuvre avec le Premier ministre. Un des rôles essentiels de l'équipe présidentielle est de faire fonctionner la liaison entre l'Élysée et Matignon, les deux têtes de l'exécutif. Pour la séance. Oui, et puis la séance. Non. D'accord. On n'a pas voulu enlever la séance de questions gouvernementales. Et aux questions, tu comptes prendre la parole? Non, plutôt envoyer les ministres. Oui. Oui, je crois. Bah oui, te réserver pour... faut se garder un peu de force. Oui, bien sûr. Si on a tout dit. Oui. Je le vois 2 fois par semaine. Le mardi à l'occasion d'un déjeuner, où là, je rappelle mes priorités, mes choix. Il m'interroge sur le sens de telle ou telle décision. Il m'écoute. Je le revois le lendemain avant le Conseil des ministres. Là, nous avons à présenter un certain nombre de décisions qui deviendront décrets ou projets de loi. Et je l'ai au téléphone 1 fois par jour. Non pas pour surveiller, non pas pour nous mettre en cohérence, parfois ça peut arriver, mais pour échanger des informations et des impressions. Et parfois anticiper une décision. Donc nous sommes en contact régulier. Comment transmettre les grandes options présidentielles sans empiéter sur la fonction du Premier ministre? L'ajustement est délicat et la coordination permanente. Le secrétaire général est aux manettes. Il y a le rôle de l'Élysée, qui est d'être en charge de l'essentiel. C'est le rôle du président de la République. Il est entouré de collaborateurs, c'est notre rôle. Il est en charge de l'essentiel, des grands arbitrages, puis d'international, des grandes décisions. Et puis la gestion, la coordination de l'action du gouvernement, c'est le Premier ministre et l'ensemble des ministres. Et donc il faut qu'on crée un lien, une articulation, une manière de travailler entre les équipes du président de la République et le gouvernement. Dans la pratique, moi je suis très souvent au téléphone avec le directeur de cabinet du Premier ministre, évidemment avec les directeurs de cabinet des ministres, parfois les ministres eux-mêmes. Et donc j'essaye de faire passer dans les deux sens un certain nombre de messages. Ça veut dire qu'en pratique, on a une réunion hebdomadaire avec les collaborateurs du Premier ministre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors du jour de demain, enfin d'après-demain. Chaque semaine, le lundi à 18h, le secrétaire général de l'Élysée, la directrice de cabinet et le secrétaire général du gouvernement préparent l'ordre du jour du Conseil des ministres qui se tiendra le mercredi suivant. D'accord. Bon. Alors, il y a 2 ou 3 points quand même sur lesquels je veux attirer l'attention. Là encore, le langage utilisé paraît très technique, voire technocratique. Bon, contribution exceptionnelle sur la fortune. Donc, il y avait une question qui était de savoir si on avait un problème de rétroactivité, oui, puisque ça peut être présenté comme alourdissant l'ISF au titre de 2011. Ouais. Le Conseil d'État a admis qu'il ne s'agissait pas d'un alourdissement d'ISF, mais d'une nouvelle et exceptionnelle cotisation, qui avait la même assiette que l'ISF 2011, mais qui constituait une cotisation nouvelle, et que donc il n'y avait pas de problème de rétroactivité. D'accord. Donc c'est une contribution exceptionnelle. Voilà. Exceptionnelle. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs. C'est clair, puisque dans le débat d'orientation, dans le document préparatoire au débat d'orientation budgétaire, on dit expressément que la contribution exceptionnelle de la loi de finances rectificative est exceptionnelle et que la réforme de l'ISF interviendra l'année prochaine. L'année prochaine, bon, donc c'est bon. Ça, je crois que ce sera important ça, tout au long du débat de bien faire apparaître. On le dit clairement. On le dit clairement. D'accord. Bon, pour le reste, c'est l'abrogation de la TVA sociale. Enfin, le reste, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, c'est des mesures importantes, mais conformes à ce que souhaitait le gouvernement.
Et puis ici, il y a quand même une question importante que j'ai oublié de signaler, c'est la question de la nature juridique des dispositions relatives à la rémunération du président de la République. Puisque donc c'est dans cette loi qu'on procède à la réduction de 30% de la rémunération. Et le Conseil d'État s'est interrogé pour savoir si c'était du domaine de la loi. Alors, dans un deuxième temps, il s'est demandé, mais est-ce que ça ne concerne pas les relations entre les pouvoirs publics? Auquel cas, ce n'est pas le rôle du Parlement que d'entrer dans ce degré de détail sur la rémunération du président de la République. Ça pose dans ce cas un problème de séparation des pouvoirs. Et il conclut comment? Conclut pas. Bon, bah écoutez, on verra. De toutes les façons, la mesure, on ne peut pas ne pas la mettre. On est d'accord. Très bien. Dans cette réunion est également abordée l'épineuse question des nominations qui sont décidées en Conseil des ministres. Les enfants français à l'étranger, c'est En bien... revanche, il y a un DGAFP adjoint. Voilà, Thomas Campo. Tu en as entendu parler? Non, on ne me l'a pas évoqué. Non. Il est nommé sur un poste de directeur. Oui, c'est un poste de directeur, l'adjoint du directeur général. D'accord. C'est la proposition du Conseil d'État, en fait, qui a été... Parce que le directeur général, j'ai un trou, c'est qui déjà? C'est Jean-François Verdier. Verdier, c'est ça. Je vais quand même donner un petit coup de fil à Madame Le Branchu, parce qu'on n'est pas informé. Enfin, moi, j'y vois pas l'obstacle. Hein. Oui, non, moi non plus, j'ai pas été informée. Handicapé, d'accord. Tous les mardis soirs, on installe dans le salon Murat la table du Conseil des ministres. Les huissiers veillent aux détails. Juste après le conseil, le mercredi matin, la table est démontée et le salon Murat rendu à son vide solennel. Chaque membre du cabinet présidentiel suit un secteur ministériel. Le président veille à ce que ses conseillers ne sortent pas de leur rôle et n'empiètent pas sur la fonction des ministres. Dès la première réunion, il les a prévenus. L'Élysée, c'est pas un écran de plus. C'est pas un lieu de gestion. Aucun d'entre vous n'a à se substituer aux conseillers des ministres, aux ministres eux-mêmes, et encore moins aux conseillers des premiers ministres. Nous ne devons pas, et vous ne devez pas, être des acteurs qui viennent créer des interférences, mais plutôt qui viennent régler des problèmes, trouver des solutions. Enfin, vous devez prendre garde à la médiatisation. À l'Élysée, le seul qui doit être médiatisé, c'est le président de la République, personne d'autre. Il se trouve que les journalistes vont chercher auprès de vous deux choses, de l'information et des histoires, voire même des portraits. C'est leur métier. Sur les informations, vous devez faire des éclairages, ça peut arriver, expliquer le sens d'une décision prise, mais vous ne devez pas donner d'information. L'information, elle doit être donnée par les ministres. S'il y a des annonces à faire, c'est à eux que ça revient.
plus on fait de la pédagogie, moins on donne d'informations. Donc ça s'apprend. Donc il y aura des cours pour ceux qui ont quelques difficultés. Et quand, je vous l'ai dit, vous avez une interrogation sur ce qui peut être communiqué, ce qui ne peut pas l'être, vous en faites part. Vous en faites part à la cellule de communication, mais vous en faites part aussi au chef de pôle, au secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et secrétaire général. En aucun cas, le conseiller ne peut ni ne doit se substituer au ministre. Ça ne fonctionne pas sinon. Donc chacun doit se mettre là où est sa valeur ajoutée. Moi, un ministre, il a un cabinet qui lui est propre, il a une administration qui lui est propre, il est en responsabilité, en charge de prendre des textes, de mettre en œuvre des textes de loi, des textes réglementaires, il est responsable devant le Parlement. Enfin, il y a toute cette, si je puis dire, ce fonctionnement de l'État qui est dans la main du ministre. Un conseiller à l'Élysée, il regarde ça, il le suit, il donne des orientations, il rentre dans un dialogue stratégique avec le ministre et ses équipes, il informe le président, et puis il suit, il fait remonter les choses, parfois il plonge dans tel ou tel dossier, mais en aucun cas il peut se substituer au ministre. Dans ce palais qui semble en dehors du temps et du monde, il est difficile de garder le contact avec l'extérieur. Comment, dans cette tour d'ivoire, ne pas être coupé de la réalité? Oui, c'est un risque. J'ai lu ça depuis 30 ans, qu'il y a le risque de s'enfermer dans les palais nationaux, dans les ordres de la République, de ne pas en sortir, c'est vrai. D'abord, je crois qu'on essaye les uns et les autres de ne pas être trop dupes des lieux, de ne pas être prisonnier de cet aspect moulure au plafond et dorure autour des bureaux Louis XVI. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on essaye de voir beaucoup de monde, de rencontrer beaucoup de monde. La troisième, c'est qu'il faut sortir des murs, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle le président est très attentif à ça. Il est vrai que la vie ici est une vie protégée d'un certain point de vue, mais qui est légitime, parce qu'on travaille beaucoup, on a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pense que quand on souhaite garder le fil avec vos amis, avec ceux qui peuvent vous apporter la contradiction, qui peuvent vous faire remonter le bruit de la ville, c'est possible. Je pense que le président y parvient très bien. Pour garder le contact avec les Français, le président se rend sur le terrain régulièrement. Ce jour-là, François Hollande part en voiture visiter l'usine radiale de Pierre Gattaz. La visite a été soigneusement balisée. Pour tout déplacement, il y a toujours une préparation. Pour les déplacements en province ou en métropole, c'est toujours organisé de la même manière. Nous faisons toujours une visite préparatoire, si possible au plus tard une semaine à l'avance, pour vérifier la faisabilité, aussi bien dans les aspects sécurité que visite proprement dite. Ça, c'est une bonne partie du travail. Et après, on se fera une réunion dans l'une des salles de... Vous avez une petite salle, jamais fait la poussière. On peut faire un accueil républicain avec tous les parlementaires, le président du Conseil général, il les salue. Un petit bonjour, ici, dehors. Dehors, moi je préfère comme ça dure pas. Ou s'il neige, ou qu'il pleut à verse. Mais enfin, en tout cas, priorité, l'accueil républicain dehors avec tout le monde. Une semaine avant la venue de François Hollande, le chef de cabinet, à la tête d'une délégation élyséenne, prépare avec le préfet la visite présidentielle dans les moindres détails. Donc, vous êtes le directeur du site, Monsieur Fonseca. Donc une visite de l'entreprise qui peut être assez longue. Alors le président aime voir les salariés sur leur lieu de travail, donc il faut que ça soit là aussi assez dynamique. En règle générale, quand il y a plusieurs ateliers comme ça, il y a la responsable de chaque atelier qui explique un peu comment ça fonctionne. C'est pas la peine de rentrer trop dans les détails techniques. Quitte après à ce que si le président lui pose des questions parce que sur un sujet particulier il s'intéresse, ça permet quand même d'approfondir un petit peu. Il ne doit jamais se faire des courts-circuits, il ne doit jamais s'écraser les uns contre les autres. Et ensuite vous verrez que là c'est boîté, ensuite on met les inserts et on va faire tout le processus jusqu'au collecteur final.
Le président aime bien, à un moment donné, qu'il y ait, j'allais dire, une espèce de table ronde entre les salariés, un panel de salariés qu'il faut choisir. Enfin, quand on dit choisir, il faut, y compris des gens, s'il y a des gens qui sont revendicatifs, hein, il faut qu'il y ait une vraie représentation. Hein. Ce n'est pas que ceux qui vont faire, pas que des bini-oui au sens... voilà, il faut y aller, hein. On est dans la vie réelle. Et le président, lui, ce qu'il veut, c'est voir la vie réelle. La ville la plus importante. Ici, c'est Château-Renaud, la chef-lieu de canton. Oui. Et sinon, la circonscription est la ville la plus importante. Sinon, ici. L'objectif de la prise de parole présidentielle est de faire passer le message industriel en direction des PME. Vous avez donc évoqué, Monsieur Pierre Gattaz, d'abord la nécessité d'un cap industriel pour notre pays, autour de filières d'excellence. Qu'est-ce que nous sommes capables de produire, nous, en France? Et ce constat, je l'ai fait dès mon élection, parce que notre industrie n'a cessé de reculer depuis ces dernières années, tombant à 12% seulement de la production nationale, contre 24% en Allemagne. Il faut que le déplacement soit valable, c'est-à-dire que l'entreprise soit intéressante à voir. Nous devons voir aussi les aspects protocolaires. Il faut qu'on voit tout un tas de choses. Est-ce qu'un hélico peut se poser si on est un hélico? Est-ce qu'il y a une gare pas loin? Est-ce qu'il faut y aller en voiture? Il faut organiser la sécurité, vérifier qu'il n'y ait pas de risque de trouble à l'ordre public et que la sécurité du président soit assurée. C'est de l'assemblage. Bon, bah voilà. Et vous l'avez ici, président. J'ai en charge avec un certain nombre d'officiers de sécurité la sécurité du président de la République, H24, sur tout le territoire français ainsi qu'à l'étranger, et de ses déplacements également. Tous les déplacements du président de la République, qu'ils soient à Paris, en banlieue, en province ou à l'étranger, font l'objet d'une préparation. Il y a un véhicule pilote, sans doute celui du colonel ou celui qui désignera, qui prend en charge le cortège du président de la République à la limite départementale, alors, ou à un péage d'autoroute. Enfin, le mieux, pour nous, c'est le péage. Quand vous sortez d'autoroute, c'est le péage 18. Quand vous sortez juste. D'accord, donc c'est judicieux à ce moment-là qu'ils soient en pré-pilotage. Il n'y a pas de moto, il n'y a pas de... On respecte la signalisation, le code de la route. Donc en pilotage, depuis ce péage jusqu'à l'arrivée sur le site. Là ou là. Et on fera une dépose ici et un dépose ici. Moi, je n'ai pas en charge la sécurité du président de la République dans les locaux de l'Élysée. La sécurité de l'Élysée appartient au commandant militaire. Le commandant militaire est responsable de la protection des enceintes de la présidence, à savoir donc le palais de l'Élysée, mais également l'hôtel de Marigny et le fort de Brégançon. Dans ce concept de protection, nous avons à la fois le contrôle des entrées, la surveillance périmétrique, la protection rapprochée du président, du chef de l'État, de sa famille, de ses proches collaborateurs, dans l'enceinte des emprises présidentielles. Et également, nous suivons de près l'évolution des principaux risques et des principales menaces qui peuvent peser au quotidien ou dans les circonstances particulières sur la présidence de la République. Nous surveillons et protégeons toutes les entrées, tout le périmètre en fait élyséen qui est gardé, surveillé en permanence, jour et demi, 24 heures sur 24. Dans l'enceinte des emprises présidentielles, ce sont les équipes de sécurité qui sont composées de gardes républicains qui sont chargés de la protection rapprochée du président. Il s'agit effectivement d'une mission permanente. Ils accompagnent le président dans ses déplacements dans l'enceinte des emprises présidentielles. Je veux garder cette part d'initiative personnelle. Je veux pouvoir disposer et de mon temps et de ma personne. Je ne veux pas me laisser enfermer. C'est un risque vraiment très grand. Le lieu lui-même, les exigences de la sécurité, les déplacements incessants. Et il y a toujours des moments où on a envie de parler à des inconnus ou à des proches et de le faire sans forcément être entouré de collaborateurs ou dans un lieu officiel. Donc j'essaie de garder un espace privé, même si le temps pour lui consacrer
tout ce que je voudrais est réduit. Le commandant militaire du palais a également sous sa responsabilité les huissiers. Ils exercent une fonction de sécurité. Ce sont on va dire, c'est le premier rempart au quotidien du président, puisqu'il l'accompagne dans toutes ses représentations officielles au sein du palais, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi un service d'honneur. Hein, ils portent la tenue dite de frac, de grand frac, et en ce sens, ils sont représentatifs des honneurs républicains. Monsieur le Président de la République. D'abord, il faut rester simple, même si, je le dis souvent, la fonction est exceptionnelle, puisque il n'y a qu'un seul Français qui est élu au suffrage universel pour 5 ans pour présider la destinée de notre pays. Mais je peux rester simple, avec ce qu'il faut de hauteur, mais ce qu'il ne faut pas de distance. Moi, j'accepte que les Français me parlent librement, parfois me demandent une photo, un autographe. Je laisse finalement libre aussi les Français d'aller jusqu'à moi. Pour l'instant, ils le font pacifiquement. On verra dans quelques semaines. Vous êtes heureux dans cette fonction? Écoutez, si on y est malheureux, il ne fallait pas demander aux Français de vous y installer. Une partie des services de la présidence se situe en dehors du palais. Rue de l'Élysée, des bâtiments abritent l'état-major militaire du président, le pôle diplomatique et la crèche. Peu de temps après son intronisation, François Hollande visite la crèche qui lui rappelle des souvenirs. Mes enfants étaient là. Oui. Il y a oui. longtemps, 25 ans. Et ça n'a pas changé. On dit bonjour les enfants, on a de la visite. C'est bien Aloïs, c'est gentil. Oui. Donc voilà. Et donc vous prenez tous les enfants qui se Du présentent. personnel de l'Élysée, oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre visite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Marie-Louise, à bientôt. Merci. Merci madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Quai Branly est installée une autre annexe de la présidence de la République où on trouve des logements de fonction et des services techniques, informatiques et courriers. Autour, il y a beaucoup, dans les hauteurs, c'est beaucoup de petits logements. Voilà. Ici, avec Là, quelques c'est les services logements, tout autour, Voilà. y compris donc la grande aile. Et sur les côtés aussi, il y a des logements. Là, il y a les et logements, là là, ce sont les logements. Là, il doit y avoir. cabinets, voilà. Le plus Voilà. simple, c'était de commencer par la correspondance présidentielle. L'équipe. Bonjour. Donc nous avons une machine griffe qui nous permet de mettre la signature du chef de cabinet. Et ce qui nous permet de traiter 600 courriers par jour. Oui, par jour à peu près. Oui, vous dites 600. à la griffe. À la griffe. Après, les autres courriers. Un président reçoit durant son mandat entre 4 et 5 millions de courriers ou de mails, et il faut évidemment répondre à tous. Et de ces mails, de ces courriers, ça permet aussi de faire des synthèses, de voir un peu l'état de l'opinion. Et donc c'est très important de suivre ça au jour le jour. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Bonjour. 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 Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour madame. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bon, c'est un service très important, hein, parce que finalement le seul lien que les Français vont avoir avec le président, c'est le courrier qu'ils vont envoyer, la réponse qui va leur être faite. Mais c'est vrai que ce travail est tellement usant au bout d'un certain moment, parce qu'on a le sentiment qu'on agit, et puis on ne traite pas toujours tous les dossiers qui nous sont adressés. Hein. On voit des gens qui écrivent plusieurs fois. Il y a des professionnels de l'écriture, hein, aussi, hein. On les reconnaît, même à l'enveloppe. Hein. On dirait que c'est encore celui-là. Et après, on s'attache, parce qu'ils vous racontent des histoires, etc. Des vraies histoires, leur histoire.
C'est souvent des personnes seules qui écrivent, qui ne savent plus où s'adresser, qui envoient leurs lettres comme on envoie une bouteille à la mer. Hein, donc il faut aussi traiter humainement ces cas-là. Hein. Merci. Hein, et puis alors, je vais essayer de voir les bureaux. Il va falloir faire un grand angle si on veut la photo. À bientôt. Ça va mieux. Plusieurs fois par semaine, le président français reçoit à l'Élysée des chefs d'État et de gouvernement. Le rituel, immuable, est fixé très précisément par le protocole. On ne reçoit pas un chef de gouvernement comme un chef d'État. Le nombre de gardes républicains varie du simple au triple. Après chaque visite, les gardes républicains traversent la rue pour rejoindre l'hôtel de Marigny. Chaque autorité gouvernementale, d'État, reçue à l'Élysée, bénéficie d'un protocole qui est réglementé et de très longue date. C'est normé aux gardes près, aux musiciens près. C'est l'envergure des honneurs qui varient et qui sont adaptés au niveau d'autorité qui est reçu à l'Élysée. Le maximum des honneurs protocolaires sont dus lorsque nous recevons un chef d'État qui est en visite d'État. Là, vous avez, on va dire, tout le décorum républicain, du tapis rouge jusqu'aux musiciens, en passant par les 3 sections à pied, la cavalerie de la garde qui est sur le perron, et également à l'intérieur. Là, vous avez le format, on va dire, l'envergure maximale. Pour une visite d'État, les réunions préparatoires ont lieu des semaines à l'avance. Ce soir-là, le chef du protocole de l'Élysée supervise tous les détails avec l'ambassadeur d'Italie. Du côté français, ce sont les différents services qui ont à connaître de la visite, c'est-à-dire non seulement évidemment au ministère des Affaires étrangères, y compris la direction de l'Union européenne qui suit les questions de rapports bilatéraux avec l'Italie, mais également la préfecture de police, le service de protection des hautes personnalités, le gouvernement militaire de Paris, aéroport de Paris, et puis évidemment les questions de presse. Voilà. Donc la cérémonie d'accueil, ce sera donc le ministre, M. Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, qui accueillera très formellement le président de la République. Le dispositif, ce sera le suivant, la musique de la garde républicaine, le chef de corps, l'emblème du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine et une compagnie de la garde républicaine. Le véhicule du protocole suivi du véhicule de chef de l'État entre dans la cour d'honneur, viennent s'arrêter à la moitié de la cour d'honneur. Le chef de l'État descend de la voiture. Il est accueilli donc par M. Fabius, les 2 préfets de police et de région et le général de corps d'armée Charpentier. Hymne national italien, suivi de l'hymne national français, puis il passe les troupes en revue. Voilà. La voiture du président Napolitano arrive à 12h devant l'Élysée. Le président passe les troupes en revue. Pendant ce temps-là, la délégation entre à pied dans la cour d'honneur et on les guidera jusqu'au vestibule.
Les deux présidents et leurs délégations montent à l'étage pour d'abord un entretien en tête-à-tête qui sera dans le bureau présidentiel. Une fois l'entretien en tête-à-tête terminé, ils rejoindront les délégations qui les attendront au Salon Vert. À l'issue de l'entretien, les deux chefs d'État redescendent vers le Salon des ambassadeurs pour la présentation des décorations. Et ensuite, conférence de presse conjointe au Salon Napoléon III. Dans la soirée, le président revient à 20h pour le dîner d'État offert par le président de la République et qui a lieu donc à la salle des fêtes de la présidence de la République. 48 heures avant la réception officielle, les préparatifs commencent dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le chef Bernard Vaution, à la tête d'une brigade de 20 personnes, doit fournir quotidiennement 150 à 200 repas. En cas de réception, c'est le branle-bas de combat. Le format d'un dîner d'État comme ça s'étale sur 3 jours. Alors les commandes sont passées bien sûr en amont et le premier jour on reçoit toute la marchandise. Le deuxième jour on attaque certaines cuissons. Par exemple pour les garnitures qui vont accompagner le plat de résistance, il y a toujours entre 3 et 4 garnitures différentes. Donc ça demande un travail en amont assez important. Et le troisième jour, il y a la finalité des cuissons principales et l'assemblage des plats pour l'envoi. Il ne faut pas se rater, ça c'est évident. Hein. Donc il y a quand même une petite tension qui est palpable parce que voilà, il y a quand même beaucoup de gens importants qui vont être présents à ce dîner. Donc il est hors question de rater quelque chose. Deux heures avant le début de la réception officielle, les serveurs répètent leur ballet. Non, mais après, vous allez commencer, vous imaginez. Vous n'allez pas savoir. Il faut que tu sois bien dans l'acte. Allez, regardez, M. Verneau, sur le livre. Vous pensez échapper à ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir ou la jouissance du pouvoir? Oui, moi je me mets pas dans un rapport de plaisir ou de jouissance, mais plutôt dans un rapport d'exigence. Comment je peux donner le meilleur de moi-même. Et pour donner le meilleur de soi-même, être capable de faire travailler les autres dans ce même esprit, dans cette même direction. L'idée qu'un seul doit décider est une idée juste quand il y a
un appel pour une décision. Mais l'idée qu'un seul peut diriger la France est une idée fausse. Celui qui décide seul, c'est celui qui a été capable de faire travailler un ensemble.